Bonjour. Voilà, chers membres et amis du groupe vaudois de philosophie, au nom de tout le comité, je vous souhaite la bienvenue pour cette série de courtes interventions vidéo, une série que nous souhaitons orienter autour de ce qui nous touche tout particulièrement ces jours, à savoir bien évidemment le virus Covid-19 pour le nommer tel qu'il est. Voilà, on va bricoler, hein, on voit bien à la maison, à partir de notre ordinateur, une vidéo. J'espère que les conditions techniques seront suffisantes. Avant de commencer, j'espère tout d'abord que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas trop à souffrir dans votre santé surtout, et dans celle de vos proches par ce virus. Je crois que c'est important qu'on puisse prendre soin les uns des autres dans cette période, dans ce qui nous arrive en ce moment. J'espère donc que votre confinement se passe au mieux, sans trop de détresse ou de souffrance personnelle ou familiale. Je vous signale que si jamais il existe toutes sortes de lignes d'urgence, que ce soit pour des livraisons à domicile, pour des problèmes d'ordre psychologique, ou si vous êtes victime de violences conjugales notamment, il y a toujours moyen d'appeler à l'aide. Prenez soin de vous-même en tout cas. Pour revenir maintenant à ces petites vidéos, je souhaite qu'elles puissent en somme nous aider, vous aider, même un tout petit peu à traverser ces événements, ou à les considérer avec un regard qui soit pas directement alarmiste ou catastrophiste, qui soit pas trop centré sur la plainte ou la tristesse, mais plutôt un regard qui soit curieux, intéressé. C'est ça en fait. Je nous souhaite à tous de pouvoir traverser ces événements avec intérêt et curiosité. Et il me semble que la philosophie ici peut avoir un rôle. On a toujours dit, c'est dans la tradition, que la philosophie est bâtie autour de l'expérience de l'étonnement. Et ce que je vous propose ici, c'est de nous étonner ensemble devant ce qui nous arrive, avec curiosité, pour en accueillir des éléments qui puissent être enrichissants. En somme, de prendre ça presque comme une chance, en somme. Une chance pour la réflexion, pour notre compréhension, pour notre capacité à mieux affronter, en somme, ce qui nous arrive. Pour ma part, je n'ai pas la prétention d'apporter une quelconque vérité philosophique sur la pandémie, sur le virus, ou alors sur l'économie mondiale, le capitalisme et autres. Ce qui m'importerait plutôt, c'est de dégager quelques pistes de réflexion, et par là de montrer même maladroitement comment ce que nous vivons peut être finalement intéressant, voire stimulant. C'est Spinoza qui nous dit que l'esprit acquiert en fait de la joie en développant sa capacité propre, à savoir la pensée et la compréhension de ce qui nous entoure. Voilà, c'est un peu ça que j'aimerais indiquer. Même dans une situation grave, même une souffrance peut être retournée en joie pour peu qu'on essaye de l'accueillir avec intérêt, de la penser avec une certaine forme de curiosité. Avant de commencer mon propos principal dans cette première vidéo, j'aimerais encore une fois remercier la maison de quartier, même si pour une fois, on n'est pas accueilli chez eux. Mais je dois dire qu'on pense à eux, on pense à ce lieu qui est vide actuellement et qui est très important pour nos vies. Et c'est d'autant plus important, il est d'autant plus important pour nos vies, ce lieu de la maison de quartier, ce lieu d'accueil, que précisément, ça nous manque. On n'y a pas accès ces jours. Donc, merci à toute l'équipe de la maison de quartier. Voilà, j'aimerais donc parler de ce qui nous arrive. Et la première chose, selon moi, c'est d'essayer de trouver les mots les plus justes. C'est d'essayer de nommer de la façon la plus appropriée ce que nous rencontrons ici comme événement. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Donc, pour ma part, je parlerai assez simplement de la notion d'événement. Donc, il s'agit d'un événement, plutôt que d'employer trop vite des grands mots de crise ou de catastrophe. Même celui de pandémie, finalement, me paraît assez louche, avec son côté faussement savant, qui sème une forme d'inquiétude,
qui ne me paraît pas forcément tout de suite, du moins, adéquate. Alors, un événement, comment est-ce qu'on peut définir un événement? Pour ma part, je vois 3 éléments principaux dans cette notion d'événement. Tout d'abord, un événement, c'est ce qui vient déranger nos plans et nos prévisions. Sinon, on a l'absence d'événement, c'est-à-dire la routine ou la banalité, où rien dans cette banalité ne ressort spécifiquement, bien qu'il fasse événement, justement. Ce qui n'est pas forcément négatif, d'ailleurs. L'exemple évidemment le plus parlant pour évoquer ce que c'est qu'un événement, c'est l'événement amoureux. Voilà, on tombe amoureux tout à coup. C'était donc quelque chose qui, en principe, n'était pas prévu, qui n'était pas a priori anticipé avec des catégories précises de telle personne va correspondre à mes besoins et au type de profil que je recherche. Non, il s'agit d'une surprise non prévue et qui, en principe, nous bouleverse, qui vient d'ailleurs souvent bouleverser les relations qu'on a, qui sont déjà établies, qui sont déjà normées, qui vient s'inscrire en rupture par rapport à une routine qui est déjà établie. Et ce n'est pas toujours agréable d'ailleurs pour un événement amoureux. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'événement vient déranger nos prévisions. Ensuite, comme deuxième point, je dirais que l'événement se signale par son insistance. Il n'arrive pas qu'une seule fois, puis ce serait bon, puis ce serait passé. Il y a quelque chose de l'ordre d'une obsession dans l'événement qui revient insister constamment dans nos vies de manière durable. Là encore, on peut prendre l'exemple de l'amour. Ce n'est pas juste une fois où j'ai rencontré Josiane ou José, je suis tombé amoureux et puis une fois c'est fini, quoi. Non, cette rencontre va m'obséder, va continuer à insister dans ma vie pour produire des effets divers d'ailleurs. Je peux y résister ou pas, je peux accueillir ou pas, mais il y a une force d'insistance de l'événement. À ces 2 premiers points, donc la rupture des habitudes et l'absence de prévision d'une part, le deuxième point c'est l'insistance, j'ajouterai encore un 3e point qui serait la capacité de l'événement à transformer notre perception, à changer notre manière et à changer notre monde en général. Si je prends toujours l'événement amoureux, c'est une vraie rencontre amoureuse se signale précisément par cette force, c'est-à-dire on n'est plus le même avant la rencontre de José qu'après. Il y a quelque chose qui vient changer radicalement nos habitudes, etc. Même si souvent on a tendance à renier après coup cet événement, en se disant mais non, c'était rien, non, elle n'était pas faite pour moi, j'ai exagéré, je me suis fait des idées, ou elle s'était fait des idées. Donc bien sûr qu'il y a toute une force de reniement a posteriori. Mais ce 3e point, ce serait indiquer justement une puissance de transformation ultérieure, après coup de l'événement. Pour le virus, on ne peut pas le dire à l'avance. On ne peut pas le dire maintenant, on verra si cet événement va provoquer quelque chose comme une prise de conscience économique, écologique, politique notamment. On entend beaucoup de discours là autour quand on regarde Internet, l'espoir que tout à coup, maintenant, on ait compris enfin que notre gestion de la planète, des déchets, de notre système de santé, que notre politique néolibérale, tout ça, voilà, il faudrait radicalement le transformer. On verra. Pour moi, rien n'est moins certain et il faudra être attentif, sans aucun doute, dans la suite de cet événement, à repérer et à assister pour nous-mêmes sur une transformation possible. Alain Badiou dit qu'un événement n'existe que si on y est fidèle. Et il n'existe pas en tant que tel. Donc notre fidélité, c'est d'essayer ensuite, précisément, d'en prolonger la force de transformation, de changement dans nos vies. Voilà pour ces 3 points concernant l'événement. Ensuite, on peut maintenant parler de cet événement qui nous arrive maintenant et se demander comment en parler, comment le nommer. Moi, il me semble que le plus simple, le plus facile, c'est de le proposer par le nom de la bestiole, cette bestiole qui le provoque. Alors, ce fameux Covid-19, c'est un nom scientifique qui n'est pas forcément très sympathique, mais bon, c'est le nom qui lui a été nommé. J'aurais préféré, moi, un joli nom, genre pangolin ou castor. Mais bon, il faut se contenter de celui-là. Et puis, avec cet acronyme, Covid-19, on a l'indication d'une série avec un numéro
Et donc, on peut d'emblée lier cette bête à ses parents. Il y a des tas de parents ou de cousins, ce Covid, auquel on a déjà eu affaire d'ailleurs en partie. Donc, toute une série, une famille, passée et future, ce Covid. Et donc, une grande famille qui est constamment en évolution d'ailleurs. Je pense qu'il faut pouvoir entendre dans la désignation de cet être vivant une spécificité, justement, qui est de faire partie d'une famille, qui n'est pas une individualité d'espèce comme on a l'habitude avec nos chats ou nos pangolins. Pour ce qui concerne cet être vivant, donc ce Covid, on peut bien dire qu'on est en quelque sorte aux limites de l'animalité. Aux limites de l'animalité, et je pense qu'il faut s'y intéresser à cette créature. Aux limites de l'animalité, puisqu'il s'agit d'une forme de vie la plus simple possible, elle est même en dessous de la forme de vie qui est celle de la bactérie, qui a son noyau à elle. Et si je propose qu'on s'intéresse à cette créature, c'est peut-être justement parce que cette créature peut être dangereuse ou peut être considérée comme ennemie pour nous. Il me semble par rapport à ça que l'expérience de la chasse, pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les témoignages qu'on a sur les modes de vie des chasseurs-cueilleurs, ceux qui résistent encore aujourd'hui ou ceux qui ont eu lieu, qui ont pu donner lieu à certains types de cultures dans l'histoire. C'est l'importance de la chasse dans ces cultures de chasseurs. Quand on est face à un animal, soit qu'on veut consommer pour notre nourriture, soit auquel on veut résister parce qu'il est dangereux, il faut s'intéresser à cet animal, il faut s'intéresser à cette bête qu'on chasse. Il faut connaître son territoire, il faut connaître ses manières. Dans la chasse, il faut même aller jusqu'à repérer ses excréments, pour comprendre par où il passe, quelles sont ses habitudes. Et dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, on utilise souvent même un élément de parure, des plumes ou autres, de parure qui sont liées à cet animal en question, comme un leurre, mais c'est aussi une manière d'être en transaction ou en rapport complexe avec l'animal qu'on chasse, pour qu'il ne s'agisse pas seulement d'une extermination, mais pour qu'il y ait vraiment une rencontre, c'est-à-dire qu'il y a toujours une transaction avec l'animal avec lequel on est en interaction, finalement, dans notre milieu de vie. Je pense que c'est important d'essayer de penser ce mode de rapport, y compris avec une bestiole comme le Covid-19. Donc, pas le considérer seulement comme un ennemi, pas seulement lui déclarer la guerre, comme on a pu entendre de la part de certains responsables politiques. On ne déclare pas seulement la guerre à une créature, on essaye de comprendre ses manières et d'interagir avec elle. C'est seulement ainsi qu'il peut y avoir quelque chose comme une rencontre, y compris avec un animal dangereux. Voilà ce qui me paraissait important de dire tout d'abord. Et avant d'aller plus loin, on peut s'intéresser aux effets de cette rencontre avec Covid-19. On peut s'arrêter 2 secondes sur ce qu'est une créature de ce genre, sur ce qu'est un virus. Moi, ça me rappelle évidemment des vagues souvenirs de cours de biologie. Comme je disais, on se trouve aux limites du vivant, puisqu'un virus n'a pas de noyau. Ce n'est pas une bactérie qui serait l'élément basique du vivant, une bactérie qui est complète. Un virus, il doit parasiter un autre être vivant pour lui prendre son noyau. Il a besoin de parasiter pour être simplement, pour se reproduire. Et donc, ce qui est intéressant avec le virus, c'est qu'il s'agit d'un être qui traverse les frontières, qui traverse les membranes. Et en ce sens-là, on peut dire qu'un virus, comme le Covid, brouille les limites entre les espèces. Il circule de chauve-souris à pangolin, et de Chinois pauvres à riches touristes européens ou américains, d'espèces animales à humains, etc. Ça circule, ça brouille les limites. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant, ce brouillage des frontières, précisément au moment où, sous l'action justement de ce virus, on a une activation de nos frontières, une activation des barrières, toute une question de confinement qui se met en place. C'est qu'on a affaire justement à une créature qui, en elle-même, ne connaît pas les frontières, elle traverse. Une espèce de quintessence de l'ingéniosité, de l'ingénierie, on pourrait dire, du vivant, qui arrive à passer, à se transformer pour passer. Donc ce point-là me paraît central.
Ce qui est aussi tout à fait passionnant quand on considère une espèce comme le Covid-19, c'est son incroyable capacité de mutation, comme tous les virus. Hein. Les virus mutent et ils mutent d'autant plus qu'ils sont accueillis par une grande capacité d'organismes différents, humains notamment. C'est l'occasion pour eux de se transformer à chaque fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces virus dits à ARN, c'est que c'est parce que leur code génétique, en fait, chaque fois qu'il est codé, chaque fois qu'il est transmis, en fait, il y a des erreurs. Voilà. Constamment, il y a des erreurs dans la duplication de cette molécule d'ARN qui provoque justement des mutations. C'est l'erreur qui provoque la capacité de mutation, l'erreur qui provoque la capacité d'adaptation. Et cette formidable vitalité, en fait, qui se témoigne dans cette créature-là. Et par rapport à cette capacité de mutation, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer l'ironie de cette situation. L'ironie, puisque apparaît justement une créature comme le Covid dans une époque qui, toutes ces dernières années, a tant vanté le changement, a tant vanté la capacité d'adaptation rapide des populations, des travailleurs, etc. Hein, l'idéologie, notamment néolibérale, s'est caractérisée par cette apologie de l'adaptation et de la transformation rapide de toute la société, les savoirs, etc. Et donc, on est en somme menacé maintenant par une créature qui nous dépasse largement dans cette capacité de transformation, dans sa plasticité. Là, je trouve que c'est quand même tout à fait intéressant, un peu ironique, de penser qu'on est dépassé dans la capacité de changement et de mutation par une créature aussi primitive, entre guillemets, qu'un virus. Et puis aussi ce refus des frontières nettes, hein, puisque le virus traverse la membrane d'un autre vivant pour se répandre. Là aussi, il y a une ironie par rapport à la circulation mondialisée, hein, des marchandises, des travailleurs, etc. Dans cette circulation, on a trouvé notre maître, en quelque sorte. Le virus circule beaucoup mieux que nous, circule beaucoup mieux, il se transforme mieux, et il peut donc découvrir ainsi de nouveaux territoires qui lui donnent à chaque fois l'occasion de nouvelles incarnations. Par ses caractéristiques, on peut dire que Covid-19 vient nous rappeler quelque chose comme une interconnexion générale du vivant. Une grande, oui, une intersection, une intersectionnalité, on pourrait dire, du vivant l'un par rapport à l'autre. Une intersection qu'on connaît déjà, hein, mais de laquelle on n'a pas forcément conscience. Si on pense déjà au type de symbiose qui sont à l'œuvre dans nos organismes, par exemple, avec toutes les bactéries qui peuplent, pas seulement notre estomac d'ailleurs. C'est-à-dire que là, on voit aussi hein, qu'il y a une erreur à penser la limite des espèces comme quelque chose de rigide. Et qu'en fait, on est déjà nous-mêmes dans notre fonctionnement normal, infiltrés, on pourrait dire, par toutes sortes d'autres créatures qui cohabitent avec nous. Et donc, par rapport à ça, il y a bien un enjeu, je pense, un enjeu pour essayer de bien concevoir cette beauté, finalement, de ces interactions généralisées entre les êtres, et de leur revendiquer cette interaction, plutôt que d'avoir vécu jusqu'à maintenant dans une idée de fermeture ou de rigidité des limites entre les espèces, d'identification forte de nous par rapport à eux, qu'il y a toujours un eux et un nous. Et c'est quand même fascinant. Jusqu'à il y a peu, jusqu'au 19e siècle, les bactéries, les virus, ça n'existait pas. C'est quelque chose qui ne venait simplement pas à la conscience occidentale. On peut dire que c'est presque une invention de paranoïaque. Quoi. Des bestioles qui sont infiniment petites qu'on ne voit pas, qui sont partout, qui nous traversent et qui nous menacent, on a bien la charge de type paranoïaque, d'anxiété que ça peut dégager. Mais on peut tout à fait tenter, en tout cas, d'inverser cet affect paranoïaque pour au contraire essayer de jouir de cette interaction, de cette intrication du vivant qui fait éclater les limites claires et les identités fermées, jouir ou en tout cas tenter de mieux saisir comment ces intrications, ces interactions se produisent et tenter à chaque fois, avec Covid comme avec les suivants d'ailleurs, de trouver une meilleure manière d'interagir avec eux et de s'apprivoiser, on pourrait dire, mutuellement. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour cette première séance, cette première captation vidéo pour le gros Baudoin de philosophie. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai d'aborder d'autres problèmes. J'essaierai d'aborder les questions politiques, bien entendu, mais aussi les questions de genre, comment l'événement Covid vient intervenir ou bien faire des effets sur les genres,
comment il vient faire des effets sur les migrations, sur la question écologique, avec la question de l'anthropocène, etc. Il y a toutes sortes d'autres aspects qu'on pourra essayer de dégager et que j'essayerai pour ma part, de nouveau, en donnant quelques pistes modestes pour essayer de réfléchir ensemble, finalement, à toutes ces questions. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous salue.